Depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'on est en train de renouer avec une sorte de hype autour des films historiques. Alors c'est pas non plus colossal, mais je sens quand même des prémices avec notamment plusieurs sorties coup sur coup sur Netflix. On a récemment parlé sur ma chaîne d'À l'Ouest rien de nouveau, qui était formidable, mais il y en a d'autres. Le dernier en date, c'est Narvik, un film norvégien qui raconte l'histoire de cette bataille présentée comme la première défaite d'Hitler. On est en 1940, ce qui la rend intéressante. Moi en plus Narvik, je connais bien, j'y étais sur Battlefield 5. Et il s'agit d'une bataille à laquelle nos Français participent, notamment nos chasseurs alpins et nos légionnaires, ce qui la rend d'autant plus intéressante. Bon après, moi mon point de vue sera peut-être un peu biaisé, parce que moi dès que je vois des soldats français dans un film, je suis content. Et forcé de le reconnaître, et c'est devenu tellement rare, les soldats français sont très bien représentés dans ce film. Ils y occupent une belle place, ce qui me conduira à une autre réflexion. Bref, j'ai vu Narvik, sorti en janvier sur Netflix, je vais vous en parler, et j'inclurai ça dans une analyse plus globale au sujet d'un certain retour en force, ou en tout cas un début de retour en force des films historiques, qui pour ma part fait bien plaisir. En 2019, souvenez-vous, on a eu droit à l'excellent 1917 de Sam Mendes, qui est un réalisateur que j'adore et j'avais vraiment apprécié ce film en plan séquence. 2 ans après le bien plus médiocre Dunkerque de Christopher Nolan. J'avais d'ailleurs déjà parlé de ces deux films, vous retrouverez les vidéos sur ma chaîne. Avec ces deux grosses productions hollywoodiennes, on commence déjà à observer un retour de l'histoire, du récit historique, avec de gros moyens sur le grand écran. Évidemment, je ne parle que des gros films là, parce que des films historiques dans le même temps, il y en a certainement eu plein. En 2020, sortait sur Netflix le film La bataille de l'Escaut, que je n'ai pas encore vu. D'ailleurs, si vous pensez que ça vaut le détour et que je devrais en faire une critique, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, c'est un film qui a visiblement pas marqué beaucoup de gens, qui a pas fait grand bruit, contrairement à l'Ouest, rien de nouveau, film allemand sorti l'année dernière sur Netflix, que j'ai trouvé génial et qui a rencontré un très grand succès, bien mérité. J'en ai fait une vidéo également, je vous invite à la voir, et aussi à vous abonner à cette chaîne si vous voulez soutenir mon travail. Par avance, un grand merci. Pour moi, avec À l'Ouest, rien de nouveau, c'est là qu'on est venu enfoncer une porte sur Netflix. En tout cas, oui, je me borne un petit peu à Netflix, mais désolé, c'est le mastodonte de la distribution de contenu aujourd'hui. Ah oui, et juste avant, en 2021, on avait eu Et le ciel s'assombrit, distribué par Netflix, que j'ai vu dernièrement et qui est vraiment pas trop mal, même si c'est dans un autre genre. Là, le dernier en date, c'est Narvik, film norvégien qui nous plonge dans la bataille du même nom, du point de vue militaire et stratégique, comme du point de vue de la population. Parlons-en. Alors le film nous est vendu en grande pompe comme le récit de la première grande défaite d'Hitler. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Narvik, c'est un port qui se trouve en Norvège, mais c'est pas n'importe quel port. Il est d'un intérêt stratégique immense. Non seulement c'est par là que transite le minerai de fer suédois, il faut bien vous figurer que 90% du minerai de fer suédois part en Allemagne et les 10% restants en Angleterre, et il représente 50% des importations en fer des Allemands. C'est colossal. Mais aussi, Narvik, c'est le seul port praticable en hiver car il n'est pas pris dans les glaces. Et au milieu de ça, on a la Norvège qui est neutre. Et comme la plupart des neutres dans ce genre de situation, surtout avec des enjeux pareils, on se retrouvait dans la sauce. La bataille de Narvik se déroule donc au début de la Seconde Guerre mondiale, du 9 avril 1940 au 8 juin. Elle se divise en 2 phases, ou plutôt 3. Première phase, l'invasion de la ville par les Allemands, avec l'armée norvégienne complètement dépassée qui dépose les armes. La deuxième phase, c'est la bataille navale, enfin les 2 batailles navales, où la Royal Navy coule la flotte allemande dans le port. Et la troisième phase, enfin, c'est le débarquement des forces franco-polonaises pour libérer la ville. C'est là qu'interviennent nos chasseurs alpins et légionnaires. Ensuite, plus tard, il y aura une autre phase qui sera tout simplement la reprise de la ville par l'armée allemande, vu que celle-ci avait été totalement évacuée par les Alliés sans prévenir, suite à l'invasion de la France par l'Allemagne. C'est pour ça que j'ai nuancé le fameux c'est la première défaite d'Hitler ». Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà pour la présentation très rapide de cette bataille de Narvik, mais je pense que vous avez maintenant tous les éléments, enfin les éléments principaux, et surtout les enjeux que ça représentait. Parlons maintenant du film, et ensuite je dirai un mot sur les Français. Comme je le disais, c'est un film norvégien, donc ça le rend intéressant en soi, puisqu'on a ici un point de vue norvégien sur la Seconde Guerre mondiale. Il a été réalisé par Erik Skolberg, pardon pour la prononciation, mais ça n'a aucun sens vraiment. Produit par Nordisk Film et distribué par Netflix
à l'international le 23 janvier 2023. Alors déjà, avant toute chose, parce que j'ai lu quelques critiques sur internet, ceux qui s'attendent à un gros film de guerre sensationnel, un truc de fou à la Pearl Harbor hollywoodien, c'est non. On n'est pas du tout sur le même budget, il me semble que pour ce film c'est 8 millions de dollars, donc c'est pas grand chose, et pourtant je trouve qu'ils s'en sortent très bien. C'est pas extraordinaire, mais on a de bonnes scènes de bataille, enfin disons plutôt de combat, des explosions très réussies, niveau sonore c'est top, notamment pour ce qui est des tirs d'artillerie navale, donc ne vous attendez pas à une grosse production de guerre américaine, c'est pas le cas, mais ça reste sympa. Ce n'est pas non plus un film de guerre pur et dur, puisque dans ce film, on peut vraiment dissocier deux parties de trame narrative, les événements militaires et la bataille d'un côté, et de l'autre, le destin d'une famille plongée dans cette guerre. Ça nous permet d'avoir aussi le point de vue de la population qui se retrouve prise en otage au milieu de tout ça, et personnellement, même s'il y a un côté mélodrame un peu poussif, j'ai apprécié. En gros, on suit le destin d'une famille qui va se retrouver brisée par les événements. Un jeune soldat norvégien qui fait partie de la compagnie qui refuse la capitulation. C'est pour ça qu'ils vont faire sauter un pont pour saboter le transit du fer. Et de l'autre côté, la famille de ce soldat, c'est-à-dire son père, sa femme et son fils, mais surtout sa femme, puisque parlant allemand, elle va devenir l'interprète du consul du Reich, alors que dans le même temps, elle cache des officiers anglais. Là, je m'arrête parce que je veux pas vous spoiler, mais disons qu'elle va se retrouver dans une situation très très délicate et qu'elle va, disons-le clairement, collaborer. Mais collaborer, ça peut prendre beaucoup de sens. C'est un contexte extrêmement complexe. Elle se retrouve embarquée là-dedans, elle n'a pas le choix. Les Allemands se présentent comme les gentils, mais de l'autre, elle cache des Anglais. Donc, elle est en permanence à la frontière entre faire ce qu'elle a à faire, au mieux, œuvrer pour sa famille, en tant que mère, et aussi sa conscience. Il y a aussi son mari, qui forcément est dans l'armée norvégienne, et la situation va se compliquer lourdement, et c'est le mérite du film, pour moi, c'est de poser une réflexion pertinente sur l'idée de collaboration au sens large. La collaboration à ses différents degrés, c'est rarement tout blanc ou noir, et le film pose ce constat sous nos yeux. Donc personnellement, j'attendais pas un gros film de guerre bien bourrin, c'est pour ça que j'ai pas été surpris, et que j'ai trouvé ce film très bien, ces deux histoires croisées, cette tension et cette réflexion qui est posée. Concernant le film en lui-même, en termes de réalisation et de mise en scène, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est pas fantastique, c'est très conventionnel, franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire vu le budget en plus, c'est du service minimum. Disons que c'est un film un peu guerre, un peu mélodrame, dans la lignée de tout ce qui s'est déjà fait dans le genre et qui n'apporte rien de nouveau. Après, il a des qualités, hein. Moi je vous dis, d'une manière générale, je l'ai bien aimé. La photographie qui est plutôt soignée, on est plongé dans ces paysages de Norvège qui sont magnifiques. Les acteurs norvégiens qu'on ne connaît pas sont bons, on ressent bien la tension, la lumière aussi, elle est réussie. Et puis, ces deux histoires parallèles sont vraiment bien amenées, donc c'est un bon film, sans plus, mais je vous le recommande. Je vous ai dit que de l'autre côté, on avait aussi l'histoire du mari, donc le soldat, qui appartient à une compagnie norvégienne, qui refuse de se rendre. Sur ce plan-là, on a droit donc à l'aspect film de guerre. Je vous l'ai dit, vu le budget, pour moi, c'est réussi, vraiment, on ressent pas du tout ce côté cheap. Et dans le cadre de sa mission, ce soldat se retrouve prisonnier, puis, sans vous spoiler l'histoire, il va être amené ensuite à participer, à appuyer l'offensive franco-polonaise pour libérer Narvik. Et c'est là que les Français interviennent. J'ai dit que j'avais un biais, non sans blague, et que quand je voyais des soldats français dans un film, j'étais content. Et bien là, je suis content. On voit parfaitement le corps expéditionnaire commandé par le général Bétoir avec la brigade de haute montagne, donc les chasseurs alpins que j'adore, qui ont été à l'honneur également pendant cette guerre sur le front des Alpes, mais aussi l'artillerie coloniale et la légion étrangère. Non seulement les Français sont présents, mais surtout, ils sont bien mis en valeur. Il y a plein de scènes où ça parle français, on appuie sur leur rôle, sur leur participation. Franchement, c'est super. Et ça m'amène à comparer deux films, deux cinémas. D'un côté, on a le cinéma norvégien avec ce film, qui nous parle d'une bataille de leur histoire, où les Français ont joué un rôle. Ce rôle nous est montré largement et d'une manière positive. Et de l'autre, on a Dunkerque, donc Hollywood, avec un réalisateur britannique, un film qui parle d'une bataille de leur histoire, l'opération Dynamo, à laquelle les Français ont encore plus largement participé, mais on nous les montre à peine, et limite on les oublie. On les oublie alors que sans eux, sans le sacrifice de ces 40 000 Français à Dunkerque, il n'y a pas d'opération Dynamo et il n'y a pas de réembarquement anglais. Donc on voit bien là la différence culturelle entre le cinéma anglo-saxon et d'autres cinémas qui ont une vision tout autre de la France, où il n'y a pas de French bashing idéologique forcé, et ça fait du bien. Rien que pour ça, rien que pour voir nos fiers chasseurs alpins et légionnaires, regardez ce film.
Ma conclusion, c'est que ce film est plutôt bon. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas ultra original. Sur ce plan, Et le ciel s'assombrit, dont j'ai parlé au début, est bien plus original et audacieux dans sa mise en scène, mais c'est un bon film historique. Les deux histoires parallèles se complètent bien et se rejoignent à la fin, ça pose une tension, une réflexion, et vraiment, je vous le recommande, c'est dispo sur Netflix, donc on va pas se plaindre. Et pour moi, je terminerai là-dessus, comme je l'ai dit, ce film participe d'une sorte de regain d'intérêt pour le film de guerre et le film historique, dont je constate les prémices. Je pense qu'À l'Ouest, rien de nouveau aura été et va être un formidable enfonçage de porte pour ce qui est du film historique à succès sur Netflix. Et de la même manière, en France, Vaincre ou mourir, même si je le compare pas évidemment à l'Ouest, rien de nouveau, eh bien, quoi qu'on pense du film, je mets en dehors tout ça, eh bien, il rencontre un franc succès, malgré le boycott. J'en ai déjà parlé dans des réels Instagram. Et ce succès d'audience et ce succès financier, eh bien, forcément, il va créer de l'intérêt, des vocations. Et j'espère que ce phénomène, que je crois être en train d'observer, d'un retour en force de films historiques, de l'histoire au cinéma, j'espère qu'il continuera sur Netflix à l'international, mais aussi et surtout en France, parce que l'histoire de France en a bien besoin. J'attends d'ailleurs avec impatience le prochain Ridley Scott sur Napoléon, qui sort cette année. Là aussi, on est dans le thème et dans la tendance. Et je vous en parlerai, bien sûr. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner vraiment si vous voulez soutenir la chaîne, que vous aimez mon travail. Je vous remercie énormément. Donnez-moi également votre avis en commentaire si vous avez vu Narvik et si vous constatez, donc votre avis sur le film, et si vous constatez vous aussi un regain pour le film de guerre, pour le film historique. Moi en tout cas, c'est ce que je crois décerner actuellement dans la tendance. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et vive les chasseurs alpins. Merde.